L'heure est au changement. Nous vivons à l'époque de la surconsommation. Notre mode de vie génère plus de déchets que dans toutes les sociétés qui nous ont précédés. Comment faire pour réduire notre production d'ordures? Comment valoriser ce qui nous semble devenu inutile? Il est maintenant temps de passer à l'action. Bienvenue à L'affaire est dans le bac. Bonjour et bienvenue à L'affaire est dans le bac. Dans le cadre de cette série de 3 émissions de 30 minutes, on se questionne à savoir comment faire mieux en termes de gestion de nos matières résiduelles ou si vous préférez, qu'est-ce qu'on fait avec nos poubelles? Est-ce qu'il y a des façons d'économiser l'argent de nos taxes foncières? Est-ce qu'on peut trier nos ordures de façon plus efficace? Est-ce qu'il existe des moyens de générer moins de déchets? Au cours des 3 prochaines émissions, vous allez trouver réponse à ces questions. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez consulter le site Internet de votre MRC sous l'onglet « Matières résiduelles » ou contacter votre municipalité pour connaître les horaires de cueillette. Au programme à l'émission d'aujourd'hui, on vous présente les exigences fixées par le gouvernement du Québec qui définissent les actions posées pour la gestion de nos ordures ménagères. On décortique ensuite les coûts de gestion de nos matières résiduelles pour voir si on ne pourrait pas faire mieux. Je vous invite donc à rester avec nous pour cette première édition de L'affaire est dans le bac. Bonne émission! Au Québec, on jette énormément. Les Québécois produisent en moyenne 724 kg de déchets destinés à l'enfouissement par année par personne. C'est tout près de 1600 livres, soit le poids moyen de plus de 10 adultes de mon gabarit. À l'échelle planétaire, le Québec fait figure de cancre. Nous enfouissons même 15% plus d'ordures que les habitants des États-Unis, 50% plus que les Français et 2 fois plus que les Japonais. Pas très reluisant, non? Afin d'améliorer notre bilan, le gouvernement du Québec a fixé des objectifs à atteindre en termes de gestion des matières résiduelles. Un des objectifs les plus importants, c'est de diminuer l'élimination dans les sites d'enfouissement. Donc, on ramène ça à 700 kilos par personne. Alors ça, c'est un objectif assez ambitieux. Quant à nous, on pourrait même aller un peu plus loin, mais c'est un des objectifs les plus importants. On parle de réduire un autre qui est très important, qui nous occupe beaucoup ces temps-ci, c'est au niveau du compostage, donc de plus amener ça au site d'enfouissement, de recycler environ 60% des matières compostables d'ici la fin 2015. Alors ça, c'est aussi un objectif parmi les plus ambitieux. De façon générale, les autres matières qu'on connaît bien, papier, carton, chez le citoyen, c'est à 70%. Il y a d'autres objectifs qui concernent les entreprises, les CRD, construction, démolition, construction. Bon, je rentre pas dans le détail, mais au niveau des citoyens, de façon générale, c'est 70% pour le bac bleu et 60% pour le bac brun pour ceux qui vont l'utiliser. Bien, le principal pour 2020, c'est le plus ambitieux des objectifs de la politique, c'est de cesser, de bannir l'enfouissement de tout ce qui est putrescible, donc tout ce qui est compostable, alors d'enlever ça complètement des sites d'enfouissement. Ça correspond à près de la moitié de nos ordures. Alors, on va dire de 40 à 50%. Alors, c'est une grosse partie, puis c'est la partie presque la plus polluante. Maintenant, là, dans nos sites d'enfouissement sanitaire, là, ce qui génère
génère le plus de pollution parce qu'on a enlevé d'autres choses qui étaient très polluantes, comme les résidus domestiques dangereux, par exemple, les piles, tout ce qui était toxique. Ça, c'est assez bien, c'est en bonne voie. Alors, ce qui est le plus polluant dans nos sols, qu'on parle du lixivia, ça va être surtout attribuable aux matières compostables. Les gens sont pas conscients généralement de ça, à quel point c'est ça qui est le plus polluant. Alors, c'est un objectif très ambitieux qu'on appuie fortement, mais qu'on n'atteindra pas s'il n'y a pas un service adéquat de collecte, principalement par la troisième voie, le bac brun. C'est nécessaire pour atteindre un objectif comme celui-là. Voilà pour les objectifs du gouvernement du Québec. Le défi sera maintenant la mise en place de structures pour atteindre ces objectifs dans les différentes régions de la province. Voyons de plus près l'exemple de la Matapédia et de la Métis. Au niveau de la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la MRC, de la Matapédia et de la Métis, ça fait 16 ans, donc depuis 2000 qu'on a créé cette régie-là à 2 MRC. Pourquoi on a créé la régie? C'est pour permettre aux 2 MRC d'acquérir des immobilisations à 2 MRC et de pouvoir faire le traitement des matières résiduelles. Par exemple, en 2000, on avait acheté le centre de tri Matapédia-Métis qui permettait le traitement de l'ensemble des matières recyclables des 2 MRC. La même régie a aussi, en 2008, acquéri les terrains sur lesquels on est présentement pour mettre en place un centre de transfert des matières résiduelles qui servait entre autres à transporter nos matières résiduelles des 2 MRC vers la Mauricie. Et depuis cette année, donc, ces matières-là sont transportées au site d'enfouissement technique de Rivière-du-Loup. Donc, la Régie intermunicipale des matières résiduelles peut permettre ce genre d'acquisition-là et d'activité pour desservir les populations de la Matapédia et de la Métis. Au niveau des matières résiduelles, le ministère de l'Environnement a émis des exigences quand même assez élevées au niveau des traitements des matières résiduelles, entre autres au niveau des matières organiques et putrescibles, où qu'en 2020, il faut détourner comme 100 de toutes ces matières-là de l'enfouissement. Ça comporte certains défis et au niveau de la MRC de la Métis, pour nous, en collaboration avec la MRC de la Matapédia, on a quand même été de l'avant à mettre en place depuis 2015 un système de traitement au niveau de l'ensemble des matières organiques pour toute la clientèle résidentielle. Donc, un bac brun de 240 litres a été mis à la disposition de chacun des contribuables de la MRC pour faire en sorte que l'ensemble des matières organiques d'ici 2020, donc c'est quand même un défi, parce que depuis qu'on a commencé, depuis 2-3 mois, c'est quand même la réception au niveau de l'ensemble de la population est quand même moindre que ce qu'on s'attendait. Donc, on pense que d'ici 2020, on aura quand même un gros travail à faire pour, si on veut atteindre cet objectif-là de zéro matière organique à l'enfouissement en 2020. On a commencé des campagnes de publicité et beaucoup de choses qui ont été mises en place pour convaincre la population d'embarquer dans cette gestion de ces matières organiques-là. Donc, ça va sur les 8 MRC qu'il y a au Bas-Saint-Laurent. Il y en a au moins 6 que le service de porte-à-porte. Il y en a une sur le point d'offrir le service cette année. On va parler de Témiscouata. Et Rest-Matane, qui a encore un bon défi parce qu'il y avait déjà un projet qui était innoventé sur lequel il comptait. Ça fonctionne plus. Alors, il va falloir qu'ils trouvent une solution le plus rapidement possible. Donc, on peut dire une bonne majorité de MRC dans le Bas-Saint-Laurent travaille activement pour cette troisième voie-là pour les compostables, ce qui est ce qui nous met pas mal en avance parmi la moyenne des régions au Québec. On a les installations qui permettent de traiter adéquatement et en région les compostables. On va penser, il y a présentement le site à Rimouski, mais aussi la biométhanisation à Rivière-du-Loup. Alors ça, c'est un gros atout pour la région. Parce que là-dessus aussi, on est très fiers que la région traite principalement ces matières résiduelles, ce qui est récupéré par le compostage ou les sites d'enfouissement, ça se passe en région. Fait que nos sites d'enfouissement
enfouissements sont conformes, on en a dans un nombre adéquat et on a aussi des installations. Reste à régler encore peut-être Matane, mais pour le reste des MRC, on a nos installations en région. Il y a plusieurs régions. Je peux penser à l'Abitibi, des fois que ça va être envoyé à plusieurs centaines de kilomètres pour le compostage ou les sites, les matières résiduelles éliminées. Donc là-dessus, on est assez satisfait. 2 millions de dollars. C'est le coût approximatif de la gestion des matières résiduelles dans votre MRC. C'est un gros montant que nous pouvons faire diminuer en gérant mieux nos ordures ménagères. Pour chaque tonne de matière que nous détournons de l'enfouissement, nous faisons des économies substantielles. Pour léguer une planète saine à nos enfants en réduisant le fardeau foncier de notre MRC, trions judicieusement. Pour plus d'informations sur le tri des matières résiduelles, consultez le site Internet de votre MRC sous l'onglet « Matières résiduelles ». Alors, je suis en compagnie maintenant de Marie-Lou Leblanc, qui est chargée de projet pour la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Francis. Ça va bien? Très bien, merci. Effectivement, comme le disaient Mme Balthazar et M. Moreau, le traitement des matières organiques, pas juste organiques, matières résiduelles en général dans nos MRC, ça coûte très cher. Qu'est-ce que ça représente comme coût, en fait? Bien, écoutez, par MRC, là, ça représente facilement un budget annuel de 2 millions de dollars. Si on prend là, la gestion de toutes les matières, la gestion de nos écocentres, les collectes aussi. Dans le fond, les collectes porte-à-porte qu'on a pour les 3 types de matières, là, autant les matières organiques, les matières recyclables que les résidus ultimes là, qu'on appelle plus communément les déchets. Donc, oui, un budget de 2 millions de dollars annuellement. Puis si on regarde vraiment par matière, là, je vous dirais, depuis qu'on va au lieu d'enfouissement technique de Rivière-du-Loup, ça nous coûte quand même un peu moins cher là, à la tonne. Chaque tonne nous coûte, je vous dirais, 122,53 pour enfouir, la gestion, un peu de transport. Mais ces coûts-là excluent nos collectes porte-à-porte. Donc, par contre, les matières organiques, elles, coûtent 117,9. Donc, pour la même matière, si on l'envoie dans notre bac brun au lieu dans le bac vert, ça nous coûte moins cher. Et les économies sont encore plus considérables si on parle des matières recyclables, parce que pour les matières recyclables, c'est 54 $ la tonne que ça coûte en gestion. Donc, c'est un 68 $ qu'on vient d'économiser si on met notre bouteille de plastique dans le bac bleu versus dans le bac vert. Oui. Et plus on réussit à détourner des matières de l'enfouissement, plus c'est profitable aussi pour les MRC. Il y a un système de redevance qui existe. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est un système relié à la performance. Donc, moins on enfouit, plus on recycle, meilleure est la performance des MRC. Bon, ben les municipalités ont une redevance à ce moment-là. Là. Donc, c'est un gain considérable à ce niveau-là. Donc, c'est très important d'utiliser judicieusement nos 3 bacs avant d'en venir au bac vert qui, lui, s'en va à l'enfouissement. Donc, la dernière chose qu'on veut faire. C'est en plein ça. Dans le fond, première chose à faire, c'est de mettre dans le bac bleu tout ce qu'on peut recycler, de mettre toutes nos matières organiques dans le bac brun pour finalement se ramasser avec presque plus rien. Peut-être un 10 % de ce qu'on va consommer qui va se ramasser normalement, là, qui devrait se ramasser dans le bac vert. Puis l'avantage, des fois on se demande là, un peu, quel est l'avantage pour moi de bien faire les choses? Au niveau environnemental, où est-ce que moi je reçois un bénéfice? Bien, dans la gestion des matières résiduelles, le bénéfice est financier puis direct. Moins ça coûte cher de gestion de matières résiduelles au niveau des MRC, bien moins ça va nous coûter cher, nous, au niveau de notre compte de taxes, parce qu'on s'entend que c'est quand même une bonne partie du compte de taxes qui est vraiment relié à la gestion des matières résiduelles. Ouais. Donc, mieux on fait les choses, moins ça coûte cher aux municipalités, bien moins ça va nous coûter cher à nous aussi. Oui, tu disais en début d'entrevue, environ 2 millions de dollars par MRC. C'est beaucoup de sous et c'est payé à même nos taxes. Donc, plus on réussit à diminuer ce coût-là, plus les gens vont alléger leur compte de taxes foncières. En plein ça.
Et on veut éviter de se rendre à l'élimination en dernier lieu. Donc, c'est important de respecter les 3 RV. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que les 3 RV? Je te laisse pas répondre tout de suite à cette question-là. On l'a tout d'abord posé aux gens dans la rue. On est allé voir s'ils se rappelaient c'était quoi les 3 RVE. Et on vous revient avec la réponse tout de suite après ce qui suit. Ça doit quand même sauver la municipalité beaucoup d'argent. Il y en a qui doivent avoir fait des chiffres là-dessus. Là. Bon, c'est une très belle initiative. Nous, on le fait à la maison. C'est quoi la question? Si je vous dis 3 RVE, qu'est-ce que ça vous rappelle? RVE? 3 RVE. Aucune idée. Passez à la question suivante, s'il vous plaît. Aucune idée. 3 RVE, c'est recycler, vivifier, vernisser. Je sais pas. 3 RVE. Je pourrais tenter quelque chose pour les R, là, mais je suis pas assez certain de mon affaire. Fait qu'on va laisser faire. Revitaliser? Je sais pas. Bien, je sais que ça veut dire recycler, réutiliser, réduire. Mais je pense qu'il y a un mot qui me manque, mais je pense que c'est ça que ces 3 lettres-là veulent dire. Je pense. Il y en a une, j'ai oublié? Alors, on voit que les gens ont toutes sortes de significations possibles pour les 3 RVE. Marie-Lou, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, les 3 RVE, c'est toute la bonne gestion des matières résiduelles jusqu'à l'enfouissement. Mais avant d'arriver à l'enfouissement, les 3 R, le premier R veut dire réduction, pour réduction à la source. Ensuite, réutilisation ou réemploi, selon ce qu'on veut. Et pour finir par le recyclage. Ensuite, le V signifie valorisation pour finalement enfouir seulement le résidu ultime, lui qu'on peut pas trouver autre chose à faire que vraiment de le mettre dans nos lieux d'enfouissement. Et l'ordre de ces lettres-là est très importante. Oui, en fait, la première chose à faire est de vraiment se questionner pour la réduction à la source. Donc, finalement, produire le moins de résidus possible, même si on peut le recycler ou on peut le réutiliser. L'idée, c'est d'en produire le moins possible. Donc, c'est en se questionnant un peu dans nos choix de consommation. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui pourrait me prêter l'outil au lieu que j'aille me l'acheter? Est-ce que je suis obligée d'avoir du neuf? Est-ce que exemple, le crayon que l'entreprise me donne pour faire la promotion, est-ce que j'en ai besoin si j'en ai 50 à la maison? C'est des petits questionnements comme ça là, qui amènent un peu à réduire notre consommation finalement. Moins on en produit, moins on en achète, moins on en jette d'une certaine façon. En plein ça. Parce qu'au final, il va toujours à un moment donné rester des résidus qu'on va enfouir. Là. Absolument. Oui. Ensuite vient la réutilisation, le réemploi. Oui, mais c'est ça. En fait, il y a beaucoup... Tu sais, nos réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une belle façon de trouver des biens qu'on aurait besoin ou qu'on n'a plus besoin. Donc, j'ai plus besoin de certains outils ou il y a des choses dans la cuisine que j'utilise plus ou j'ai des pantalons qui me font plus. Bien, de trouver un réseau ou d'utiliser les ressourceries qui existent dans nos villes pour dire, bien, regardez, moi, j'en ai plus besoin, mais ce bien-là peut être utilisé par d'autres personnes. Des fois, ça va même jusqu'à, bon, moi, j'ai un outil que j'ai plus besoin, qui est brisé, que je suis pas capable de réparer. Quelqu'un dans mon entourage peut, lui, être capable de le réparer et l'utiliser finalement. Ce qui nous empêche d'acheter du neuf, ce qui nous empêche d'utiliser des ressources, de l'eau, de l'électricité pour produire ces biens-là, puis qui réduit encore là nos déchets, notre quantité de déchets à l'enfouissement. Même toutes sortes, on parle dans l'alimentaire, il y a toutes sortes de contenants en plastique, en verre qu'on achète, on paye de toute façon avec le produit à consommer, mais qui peuvent après ça être réutilisés pour mettre des restes au frigo, des pots de verre, là, les fameuses vis dans nos garages, là, utiliser les pots de verre, les pots de confiture pour classer nos vis, ça c'est une belle façon de réutiliser un objet finalement. Ouais. Quand on ne trouve pas d'utilisation à ces contenants, ces matières-là, ces objets-là, on peut les recycler pour une très grande partie des objets qu'on utilise. Oui, mais c'est ça. Tout ce qui est en plastique peut être recyclé, ce qui est en verre, ce qui est en métal, l'aluminium, les cannes, tout ça peut être recyclé. Et en fait, on utilise ce matériel-là, cette ressource-là,
pour ensuite faire d'autres objets. Donc, le recyclage permet là, de changer la nature de l'objet. Donc, des bons exemples, c'est les bouteilles de plastique. On peut en faire des toutous. On peut en faire... il va y avoir du plastique, en fait, dans les polars. Tu sais, le tissu, en fait, là, qui nous garde au chaud l'hiver. Oui. Bon, ben il y a beaucoup de plastique dans ce matériel-là. Donc, ça, c'est un bon exemple. Nos bancs de parc sont souvent faits à partir de matières recyclées. L'aluminium qui est recyclable, mon Dieu, pratiquement à l'infini, c'est un autre bon exemple. Vient ensuite la valorisation des ressources. La valorisation est un peu différente. La matière organique qu'on envoie, nous, dans la région, à l'usine de biométhanisation à Rivière-du-Loup, est un bon exemple de valorisation. Dans le fond, on prend une matière qui n'a pas beaucoup de valeur à nos yeux, finalement. Qui est un déchet jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est ça, qui est un déchet, pour en faire du biocarburant. Donc là, on vient valoriser cette matière-là. Et dans notre région, le fait d'en faire du biocarburant permet en plus de réduire notre consommation d'énergie fossile, de réduire aussi l'énergie et l'eau utilisée, donc réduire la pollution pour finalement faire un bien avec une valeur ajoutée. Pour en venir finalement au E, à l'élimination. C'est en plein ça. Donc, ce qu'on veut éviter à tout prix. En fait, le moins qu'on enfouit, le moins ça nous coûte cher. Puis, ça permet aussi d'utiliser les lieux d'enfouissement technique sur un plus long nombre d'années, finalement. Oui, une plus longue échéance. On va retourner voir Mme Luce Balthazar du Conseil régional de l'environnement qui va nous parler du défi qu'on a à relever au Québec en termes de gestion de nos matières résiduelles. Ce qu'on peut trouver, ce qui reste à faire d'important pour nous dans les matières résiduelles, puis ça c'est partout au Québec, c'est de ce qu'on appelle la réduction à la source. Alors, on produit encore trop de matière, même si on les envoie à l'enfouissement, même si on les envoie à la récupération, il y a encore trop de matières qui sont produites, qu'on utilise, on gaspille beaucoup de ressources et d'énergie dans notre consommation. On va penser beaucoup aux emballages. Il y a beaucoup d'emballages au Québec, puis on n'y échappe pas au Bas-Saint-Laurent. Alors ça, c'est le gros morceau qui nous reste aussi à travailler. Là-dessus, pour nous, la politique n'est pas assez concrète. Elle ne donne pas assez de mesures concrètes et on s'emploie à ce qu'il y ait le plus possible d'intervention, de sensibilisation pour réduire au départ la quantité de matière qu'on aura à disposer par la suite. Là. Avant d'acheter un produit, posez-vous les questions suivantes. L'emballage est-il nécessaire? Est-il réutilisable ou recyclable? Est-ce que ce produit est durable? Puis-je l'utiliser plus d'une fois? En réduisant les déchets à la source, on évite les coûts de gestion d'ordures inutiles et on assure un environnement plus sain pour les générations à venir. Plus d'informations sur le site Internet de votre MRC. Réduction à la source, effectivement, c'est un concept qui est quand même assez nouveau, mais c'est tout à fait logique. Hein? Moins on produit de biens d'un côté, moins on va en disposer de l'autre à la fin de la chaîne. Des trucs, de quelle façon est-ce qu'on peut arriver à réduire à la source, Marie-Lou? Bien, en fait, c'est beaucoup se questionner sur nos choix de consommation. Tu sais, c'est toujours de se demander si on en a besoin, si on va l'utiliser souvent ou non. Tu sais, des fois, on va acheter des choses que finalement on a besoin une fois dans l'année. Des morceaux de linge, on a-tu besoin toujours du dernier cri? Des fois, le manteau qu'on avait l'hiver passé est encore très bon, pas besoin d'en acheter un nouveau. Mais bon, le linge, c'est une chose, mais je trouve que les outils et les biens de consommation dans nos cuisines, c'est énorme les choix qu'on peut faire. Donc, essayer de trouver du moins emballé,
sinon du pas emballé. C'est sûr que le mieux, c'est de ne pas avoir d'aliments emballés, par exemple. Comme, par exemple, dans nos épiceries, on a le choix entre des légumes emballés avec une barquette de styromousse qu'on sait qu'ils ne se recyclent pas, avec une pellicule plastique qu'on sait qu'ils ne se recyclent pas, versus des légumes en vrac. Ben, c'est sûr que le meilleur choix, c'est vraiment de prendre le légume en vrac. Donc, c'est toujours de se questionner. Les pots de yogourt aussi, c'est un bon exemple. Souvent, les gens vont avoir tendance à prendre les petits pots de yogourt parce que ça s'amène bien dans nos lunchs. Par contre, ces petits contenants-là ne sont pas recyclables. Versus le gros, lui, il est recyclable. Puis on peut facilement le mettre dans un petit plat qu'on a à la maison pour l'emmener dans nos lunchs. Et il peut même être réutilisable, ce gros pot-là. Et ce pot-là peut être réutilisable avant d'arriver à un moment donné où dire, bon, OK, là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, je vais le mettre au recyclage. Puis je vais pouvoir le mettre au recyclage. Donc, c'est des petits questionnements comme ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que j'en ai besoin? Quand on regarde vraiment nos poubelles, une fois qu'on a éliminé les matières organiques, une fois qu'on a éliminé toutes les choses qui se recyclent, on regarde dans nos poubelles puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Les barquettes, c'est un bon exemple. Le styromousse, il y en a quand même beaucoup. Des fois, ça peut juste emmener nos contenants aussi à des endroits pour se faire remplir, je sais pas, le café, c'est un bon exemple. D'avoir notre tasse pour remplir le café au lieu de prendre les verres qui, souvent, on se questionne là, à savoir est-ce que celui-là est recyclable, est-ce que celui-là ne l'est pas, est-ce que je le mets à la poubelle. Donc, c'est des petits choix de consommation qui, parfois, ne demandent pas un grand changement non plus là, dans notre quotidien, mais qui, au final, fait un grand changement dans les lieux d'enfouissement technique et sur notre consommation. Qui, au final, collectivement, fait plusieurs tonnes de moins d'enfouis, donc plusieurs sous d'économie dans nos MRC. En plein ça. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, Marie-Lou. Merci avec beaucoup plaisir. d'être venue partager avec nous toutes ces informations-là. On va se revoir prochainement. Parfait. Merci beaucoup. Pour obtenir plus d'informations sur la collecte des matières organiques et tout ce qui entoure les bacs bruns, composez le 1-888-856-5552 ou visitez le collectequicarbure.com. Pour toute autre question concernant la gestion des matières résiduelles, vous pouvez contacter votre MRC par téléphone, par courriel ou en visitant leur site Internet. Vous pouvez également vous référer en tout temps au site de Recyc Québec au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca. Voilà qui complète la première émission de l'affaire est dans le bac. Dans notre prochaine édition, on traitera plus en détail de la gestion de nos matières organiques et on vous amène visiter l'usine de biométhanisation de la SEMER à Cacouna. Soyez donc des nôtres pour d'autres conseils pratiques la semaine prochaine à l'affaire est dans le bac. Avez-vous des petits trucs à partager? Si on achète des choses qui coûtent pas cher, mais seulement qu'on va en acheter, on va trouver de la changer à toutes les années. On est mieux d'acheter peut-être une chose qui mette un petit peu plus le prix, puis qu'on va l'utiliser sur plusieurs années. Donc, ça va aller moins souvent à la poubelle.